Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ce matin, je suis à l'hôtel Panache et je vais prendre, on va tous prendre un petit cours sur les luminaires puisque je reçois Elsa Valta et Vénus Nader qui ont créé la quincaillerie moderne qui commercialise des classiques de l'éclairage plus tous les accessoires essentiels dont on peut avoir besoin pour fabriquer soi-même ces luminaires. Comme j'y connais pas grand-chose, je vais m'en donner à cœur joie pour mes questions, mais Elsa et Vénus ont l'habitude, car justement, il y a quelques années, elles ont créé le Grand Appartement, une agence de design et de conseil dans le monde de l'éclairage. Bonjour Vénus, bonjour Elsa. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors tout de suite, on rassure tous les auditeurs qui nous écoutent, on va parler éclairage, luminaire, un peu électricité, mais justement votre credo, je crois que c'est de rendre tout ça très accessible. Oui, c'est de rendre l'éclairage accessible en proposant des luminaires qui sont des luminaires simples, qui éclairent bien et qui sont faciles à poser. Mais pourquoi il y a une éventuelle appréhension dès qu'il faut poser une applique ou fixer un plafonnier? C'est dû à quoi? Moi, je dirais tout simplement, c'est parce qu'on a un peu une peur un peu archaïque de s'électrocuter. Mais en fait, il n'y a vraiment aucun risque. Juste quand on installe une lampe dans une maison, il faut couper le courant. Et après, tout va très très bien. Et puis, on n'est pas obligé de le faire soi-même aussi. Et qu'est-ce que vous pensez du cliché aussi dans le même genre qu'il faille plutôt demander aux hommes pour ce genre de mission? C'est scandaleux. Donc vous allez nous expliquer comment se débrouiller dans cette domaine. Juste un peu de culture. Qui est-ce qui a inventé l'éclairage, l'électricité, la première lampe? C'était Edison et Swan aussi qui ont inventé en fait C'est ça, la il y a première ampoule. un an d'écart, Voilà, il y en a un qui a... la première ampoule en même temps à peu près. Alors la quincaillerie moderne, pourquoi ce nom? Parce que nous, avec Vénus, on aime vraiment beaucoup les bazars, les quincailleries. Du coup, quincaillerie, c'était un mot qui nous plaisait beaucoup. Et puis, on commercialise des pièces de montage séparées. Et puis, moderne, ça nous faisait penser aux boutiques des années 60, genre les vieilles cordonneries qu'on trouve à Paris, la cordonnerie moderne, des choses comme ça. Et nous, c'est un esprit qui nous plaît beaucoup parce que c'est, en tout cas pour nous, ça évoque des commerces où on vend des petites choses de qualité qui, assemblées, font vraiment des merveilles. Donc, on espère qu'on sera à la hauteur des vieux cordonniers parisiens. Alors, justement, qu'est-ce que vous proposez, la quincaillerie moderne? On propose en fait des luminaires finis, des suspensions, des appliques, plafonniers. On propose aussi des petites pièces de quincaillerie en fait électriques qui nous permettent en fait, si jamais nous on a un abat-jour chez soi et on aimerait en fait l'installer, qu'on a chiné ou qu'on a trouvé dans un bazar, de prendre la pièce en fait qui correspond pour le suspendre, le passe-câble pour bien sécuriser le câble, la prise, l'interrupteur et tout ce qu'il faut, les ampoules aussi. Oui, donc vous vendez des modèles finis, des luminaires que vous créez, Oui. et en plus des petites pièces type douille, prise, verrerie, abat-jour. Et à quoi ça sert tout ça en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire comment on monte justement, quelles sont ces pièces que vous vendez et comment on les assemble en fait, à quoi elles servent? Nous, déjà, on a voulu les vendre parce qu'on s'est dit, tiens, c'est quand même dommage. Des fois, il y a des très beaux luminaires et dessus, la prise est hyper moche, l'interrupteur pareil, le câble aussi. Et du coup, on s'est dit, il y a quand même aussi... Bon, nous, déjà, il nous fallait toutes ces pièces un peu belles pour faire nos luminaires. Et on s'est dit, comme on les a, autant les mettre à disposition des gens qui, par exemple, achèteraient une lampe aux puces et qui auraient envie de changer une prise, qui auraient envie de changer un interrupteur qui a été un peu mis à la va-vite et qui est pas super beau et tout ça. Et pourquoi inciter les gens à créer leurs propres pièces? Vous n'auriez pas intérêt à vendre vos produits Pour tout dire, en fait, sur notre site, les gens achètent beaucoup plus des luminaires finis. Après,
On a tous un jour, en fait, trouvé une lampe. Nous, en fait, on a beaucoup chiné. On a tous trouvé, on trouve, en fait, des lampes qui nous plaisent. Mais, en fait, une fois arrivé chez nous, bah, soit la douille ne marche pas, soit il y a le câble, en fait, qui n'est pas bien, très bien raccordé. Et du coup, en fait, on veut garder cette pièce-là. Et ça nous permet, en fait, juste de démonter. C'est hyper facile, en fait, à démonter une vieille lampe. Et on remplace toutes les pièces pour qu'elles soient vraiment aux normes d'aujourd'hui et qu'elles fonctionnent bien comme on veut, quoi. Et vous proposez aussi des kits pour bricoler soi-même son propre luminaire, c'est bien ça? En fait, les kits qu'on vend, c'est surtout, en fait, les kits, qu'on avait créés, en fait, des modèles de luminaires qu'on avait créés pour le livre qu'on a sorti en 2016, qui est, 16 luminaires de design à réaliser soi-même. Et en fait, ces lampes-là avaient super bien marché, le livre aussi, et on en vend toujours, en fait, sur notre site. Et du coup, il y a des kits, en fait, qui correspondent à ces modèles-là. Après, des fois, les gens nous écrivent et nous disent, en fait, par exemple, ils voient notre suspension ou notre baladeuse Babel, mais ils ont envie de la faire soi-même, en fait. Et du coup, on les conseille, on leur dit qu'il faut prendre toutes ces pièces-là séparées et ils la font chez eux. Dans vos luminaires, prêts à installer, qui sont des modèles, classiques, vous avez des suspensions, des appliques, vous proposez combien de modèles, en tout? Oui, on a à peu près 200 modèles et en fait, nos collections de luminaires terminés, elles tournent tout autour en fait des mêmes matériaux. En fait, on utilise beaucoup de diffuseurs en opaline, on utilise des pièces en laiton, on utilise beaucoup les plastiques bakélite noirs, on utilise de la porcelaine qui a un aspect un peu industriel. Et aussi des abat-jours métalliques, un peu comme ces abat-jours qu'on trouvait avant dans les cuisines. Et à partir de ces matériaux et de ces formes classiques, on les décline, enfin ces matériaux et ces formes classiques, on les décline sous forme d'appliques et de luminaires, avec une infinité de coloris, de formes et tout ça. Et quand vous créez un modèle, quel est le procédé, créatif? Bah, tout commence, en fait, par les petites pièces. Les Je pense fameuses qu'on a, petites voilà, pièces. Ah, d'accord. on a toujours eu une passion, en fait, pas très, on sait pas vraiment pourquoi, pour les petites pièces, en fait, qui sont bien faites, dessinées par je ne sais qui et en fait, qui sont en soi, très intelligentes. Elles fonctionnent, on peut les mettre, en fait, une petite borne métallique peut servir pour, être connecteur dans un interrupteur, comme pour tenir un filin, et en fait, tout part de là. On source, en fait, par exemple, pour toutes nos pièces, en laiton, en fait, on fait le sourcing en Italie. Et en fait, on connaît nos fournisseurs, on va chez eux, on regarde, on voit que le détail, en fait, c'est le détail aussi qui compte vachement, qu'elle est hyper bien dessinée. Et en fait, à partir de cette pièce-là, on regarde en fait aussi ce qu'on a comme verrerie et le jeu commence en fait. C'est quoi la verrerie? La verrerie, en fait, c'est tous les diffuseurs en opaline. Ça peut être ouvert et ça peut être fermé. Et en fait, nous, on travaille avec un fabricant qui a un catalogue centenaire, en fait. Et les opalines, en fait, elles sont soufflées dans des moules. Et ces moules sont des moules en fer. Et c'est-à-dire, ces moules-là vivent éternellement. Ils se détruisent pas, en fait. Et certaines, en fait, des verreries qu'on a aujourd'hui datent, en fait, vraiment de l'époque Bauhaus, d'où un peu le nom de la collection. Et du coup, là, on a toutes nos pièces dans notre atelier autour de nous. Et voilà, on commence à jouer et À les à les marier assembler. ensemble et à voir, en fait... dans l'idée, toujours, en fait, c'est vintage, mais dans l'idée de moderniser, en fait, plutôt Oui, ce vous avez un modèle-là. univers plutôt rétro, vintage. D'où ça vous vient? Vous restez, sur ce créneau-là? Ouais, je crois. En tout cas, pour l'instant, on reste sur ce créneau-là. Et après, on a aussi le projet, en fait, de sortir de nouveaux modèles, en fait, dessinés par des designers. Surtout un qu'on adore et qu'on travaille avec, qui est Alexandre Dorsetti. Et du coup, cette année, on va probablement sortir un modèle, en fait, qui est complètement dessiné par lui. Alors, tu parlais de plein de petits accessoires que tu assembles pour créer une lampe. Quels sont ces accessoires? Est-ce que tu peux Alors, nous dire, le plus essentiel, bien sûr, c'est d'avoir une douille, Ouais, un câble. ouais. Si c'est une baladeuse, on va avoir besoin d'un interrupteur et d'une prise. Si c'est une suspension, là, on va avoir besoin d'un plafonnier. On a surtout aussi besoin ce qu'on appelle un serre-câble.
pour vraiment sécuriser le câble et quand on tire sur une ampoule ou sur une lampe, que ça ne bouge pas, que ça ne se décroche pas. Voilà en gros les pièces essentielles. Comment vous choisissez les matériaux pour vos collections ? Déjà, on travaille en fait avec des matériaux qui sont le laiton, le verre opalin, la bakélite, la porcelaine émaillée ou pas émaillée. En fait, c'est des matériaux qui sont traditionnellement utilisés en fait dans les éclairages. Et du coup, en fait, on est allé chercher un peu les fabricants là où la tradition de fabrication était encore vivante. Du coup, c'était en Europe. Pour le laiton et la bakélite, en fait, on va en Italie et c'est d'une qualité incroyable. Pour l'opaline, en fait, c'est en Europe de l'Est. Et pour la céramique, c'est aussi en Europe de l'Est. C'est important pour vous de faire fabriquer en Europe ? Oui, c'est très important pour nous de fabriquer en Europe. Déjà, parce qu'en fait, nos fabricants, on peut aller les voir, on peut contrôler la qualité. On n'a pas besoin de stocker des tonnes, parce que en fait, on est en flux tendu. Aujourd'hui, on appelle le fabricant, on veut 100 pièces. Une semaine après, tout est chez nous. On a vu, en fait, en travaillant avant, en fait, avec des fabricants pour d'autres clients en fait qui étaient en Asie, on a vu que la qualité n'était vraiment pas au rendez-vous. Et puis après, on comprend pas en fait pourquoi c'est nécessaire en fait de commander en fait déjà la quantité doit être beaucoup plus importante. On peut pas dire à un fabricant chinois je veux 100 pièces. Ça n'existe pas. Il faut tout de suite, en fait, commander 1000 et 2000 pièces. Ça prend des mois, ça prend 4 mois pour arriver en bateau. Une fois les produits arrivés, c'est absolument pas, en fait, ce qu'on avait demandé. C'est un casse-tête chinois, vraiment. Et là, aujourd'hui, pour nous, c'est d'une simplicité et d'une limpidité incroyable, en fait. Est-ce qu'il y a des luminaires cultes ou pas cultes que vous appréciez particulièrement et qui vous ont inspiré ? Nous, on adore Castiglione. On adore... qui d'autre ? En fait, nous, avec Vénus, on adore Castiglione aussi parce que, justement, on voit que tous ces luminaires, on voit comment ils sont assemblés, en fait. On voit d'où viennent chacune des pièces. Et en fait, toutes les fonctions du luminaire sont visibles, je veux dire, quand on regarde le luminaire. Et ça, c'est vraiment hyper cool. C'est quoi un beau luminaire ? Un beau luminaire, c'est déjà un luminaire qui éclaire très bien. Et ça veut dire quoi, éclairer très bien, d'ailleurs ? C'est-à-dire éclairer sans éblouir. Une lampe, par exemple, si on a une ampoule à nu en filament LED, déjà, en fait, ça fait des ombres, ça éclaire pas bien la pièce, ça fait mal aux yeux. En fait, par exemple, les diffuseurs en opaline, et la particularité, en fait, de nos opalines, c'est qu'elles sont soufflées et qu'il y a 3 couches de verre. Et en fait, c'est une couche de blanc, une couche de transparent, puis une autre couche de blanc. Et en fait, c'est tout un art parce que, en fait, il y a un souffleur qui est, lui, apprenti, qui souffle la première couche. Celui qui a genre 5 ou 6 ans d'expérience, il souffle la deuxième. Et la troisième couche, qui est la couche finale, elle est soufflée par un artisan qui a plus de 10 ans d'expérience. Et du coup, en fait, une fois, il y a une ampoule en fait dans ce diffuseur-là. Déjà, en fait, ça dépend de l'intensité de l'ampoule qu'on va mettre dedans. En fait, si on veut très fort, pas assez fort pour la chambre, comme éclairage principal. Là, on joue en fait avec l'intensité de l'ampoule. Mais sinon, après, la lumière dans la pièce, elle est homogène. Et je trouve que c'est hyper important en fait d'être bien éclairé chez soi parce que ça réconforte, ça calme. Oui, l'ambiance lumineuse est hyper importante. Elle est super importante. Ouais, donc à la fin de l'épisode, j'allais vous poser plein de petites questions, astuces justement pour bien choisir ces luminaires, etc. Juste, j'en reviens sur je le disais en intro, et nous, on s'est connus à l'époque du Grand Appartement, qui est une agence de design et de conseil dans le monde de l'éclairage que vous avez. C'est une idée qui est excellente. Vous faites quoi concrètement ? En fait, concrètement, c'est des fabricants ou des industriels ou des distributeurs qui ont un catalogue de soit luminaires ou d'accessoires électriques qui viennent nous voir, qui nous disent en fait on a envie de développer une gamme de luminaires décoratifs.
ou bien qu'on a besoin en fait de rationaliser notre catalogue, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Du coup là, chose qu'on n'a pas fait pour nous d'ailleurs, on fait une étude de marché, vraiment. On voit qui sont ses clients, qui sont les clients que lui il veut en fait toucher, et en fait on fait une proposition à partir de son catalogue et de ses fabricants à lui. On fait un catalogue en fait de luminaires et de nouvelles collections. Vous êtes vraiment spécialiste du luminaire. Comment ça vous est venu de vous plonger dans ce domaine? Je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, ça a toujours été une passion. Ah ouais? Les luminaires, ça a toujours été une passion pour moi. Et en fait, j'ai souvent passé, mais vraiment, genre des heures à déplacer une lampe d'un coin à l'autre. Parce que quand on change juste l'emplacement de la lampe, ça change tout. Et du coup, c'était un peu parti de là, en fait. On a toujours voulu vraiment, en fait, travailler dans la déco et particulièrement, en fait, les lampes. Et quand on a fait, en fait, le livre 16 luminaires design à réaliser soi-même, c'était plutôt une demande, en fait, d'une amie qui était, en fait, un peu dans la diffusion et qui nous a dit, mais en fait, vous faites des lampes, on faisait des lampes pour chez soi, juste pour nous. Et elle nous dit, mais vous faites ces lampes-là. Et puis, en fait, j'ai fait ma tournée des librairies et tout le monde me demande en livre sur comment fabriquer vraiment un luminaire. Pas comment faire un abat-jour en papier ou juste un diffuseur. Comment on fait un luminaire? Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est ça ce qu'on devrait faire parce que on peut pas décider d'un jour ou l'autre, en fait, de passer, en fait, de changer de métier. De rentrer dans le domaine en fait de la décoration sans avoir vraiment sa carte de visite. Et on s'est dit, bah ça peut être notre carte de visite. Et c'est comme ça qu'on a créé le livre. Et surtout, on a eu énormément de chance parce que il y a plein de designers connus, de gens qu'on adore, qui sont dans la déco, qui ont joué le jeu, qui nous connaissaient pas du tout et qui ont dit, bah ouais, super, en fait, on veut écrire des articles, on veut proposer des modèles de luminaires. Et la chance ne s'est pas arrêtée là parce que c'est ce qui nous a permis de rencontrer nos premiers clients, que ça soit le BHV Marais ou d'autres en fait. Et là, on pouvait plus en sortir parce qu'on est rentré vraiment dans le métier, on l'a appris. Et vous faisiez quoi là, par exemple, pour le BHV Marais? Pour le BHV Marais, on a surtout fait des ateliers. En fait, parce que les gens avaient envie, en fait, suite au livre, en fait, de créer leur propre luminaire. Du coup, on faisait des ateliers où les gens venaient passer 2 heures avec nous. On leur expliquait que l'électricité, c'était pas sorcier. Et que, en fait, tout le monde pouvait le faire. Et on construisait avec eux, en fait, un modèle qu'ils ont choisi du livre. Ça, c'était pour le BHV. Et puis, pour les autres clients, c'est comme ce que je vous avais dit. Oui. On rationalisait et créait, en fait, de nouvelles collections pour eux. Et du coup, suite à ça, suite à nos missions, en fait, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pense, il y a encore un tissu industriel, surtout dans les accessoires électriques européens, qui existe et que les prix sont abordables. Et là, on s'est dit, en fait, bah, c'est possible. On a toujours voulu, en fait, tout ce qu'on voulait, c'est qu'on puisse, en fait, faire des luminaires et même éclairer chez nous à un prix abordable. Et en fait, c'est jouable. Et là, on s'est dit, ben, on y va. On se lance. Comment vous êtes rencontrées avant, toutes les deux? Par une amie commune qui était avec nous au lancement du livre. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors moi, c'est au moins ma 3e vie professionnelle parce que je suis graphiste, j'ai fait les arts déco. Après aussi, j'ai fait en fait un DEA et un début de thèse en fait en art contemporain. Voilà. Et j'ai travaillé aussi beaucoup dans l'édition en ligne, les sites internet, ça je connais. Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre. J'ai été journaliste dans la presse artistique. Et ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le marché de l'art. D'accord. Vous êtes une petite structure, vous êtes que toutes les deux, j'imagine, à travailler? On n'est que toutes les deux pour l'instant. Ça a été, donc c'est 2 salaires à dégager, ça a été facile tout de suite ou Non, ça n'a pas été facile. Après, le truc qu'on observe, c'est qu'il y a surtout des creux, en fait, des hauts et des bas, en fait. C'est ça le truc. Au début,
quand on a lancé notre livre et qu'on a commencé à accompagner des entreprises pour du développement de gamme de produits et tout ça, ça a super bien fonctionné et tout ça. Et on s'est dit, oh là là, mais c'est trop bien en fait. Et puis après, il y a eu des moments un peu plus difficiles. Et depuis qu'on a en fait, le temps qu'on monte en tout cas, les collections de notre quincaillerie moderne, là, ça a été un peu plus dur. Et maintenant, ça commence à aller beaucoup mieux parce que ça marche assez bien. Donc voilà, mais c'est surtout ça en fait. C'est plutôt le fait qu'on n'était pas tellement habitué à ce que notre vie professionnelle soit, je dirais pas en dents de scie, mais en tout cas soit si mouvante. Mais ce qui est souvent le cas, peut-être quand on est un peu dans ces métiers, vous sentez designer, créatrice, comment vous présentez? Je ne sais pas. Comme vous dessinez vous êtes un peu conseil et vous dessinez Ouais. aussi des luminaires. Je pense, on n'est pas designer, ça c'est sûr. Ouais. C'est un métier en soi qu'on serait pas capable de faire, je pense. Par contre, je pense qu'on peut être peut-être dénicheuse de beaux objets et assembleuse de ces beaux objets. Ou Puis on peut être créatrice aussi. Et comment je sais pas, comment vous vous présentez quand un samedi soir vous allez dans une fête et vous devez vous présenter votre métier, vous dites que On vend des luminaires. ah ouais, tout simplement. c'est vraiment aussi, je dis ça, voilà, c'est pas mal. Et puis on est chef d'entreprise aujourd'hui. Bien sûr. Comment vous travaillez ensemble? Vous avez les mêmes rôles? En fait, ça dépend. Déjà, ce qui est sûr, c'est que l'image, c'est moi. En fait, la parole, les mots, la voix de la quincaillerie, c'est Elsa. Ça, c'est des tâches qui sont partagées naturellement. Après, quand on crée, on est toutes les deux. Ça, on le fait ensemble. Et puis après, pour toutes les autres missions chiantes. Après, c'est ça, pour tous les trucs qui sont hyper, pour toutes les tâches super, voilà, embêtantes. Je sais pas, il y en a qui nous embêtent chacune un peu moins, du coup on les prend, quoi. Hein, c'est ça, non? Vous avez un modèle préféré parmi toute votre collection? Ça dépend. C'est pas un moment, en fait, je dirais. Moi, j'ai un coup de cœur pour les Punto. C'est quoi le Punto? Les Punto, c'est les petites appliques, en fait, mais avec des ampoules colorées. Moi, je les utilise un peu comme veilleuse, en fait, dans la chambre de mes enfants. Et je trouve ça génial, j'adore. Après, j'adore la baladeuse Babel. J'adore les appliques Madeleine. J'en ai partout chez moi. Moi, j'aime beaucoup la suspension coup de fil, qui est une suspension avec un diffuseur en opaline qui fait un peu 70s et un petit câble qui ressemble à un câble de téléphone qu'on avait nos parents avaient quand on était petites. Et ça, je la trouve assez cool parce qu'elle éclaire très bien, parce qu'il y a ce très beau diffuseur et en même temps, comme elle a un câble un peu rigolo de toutes les couleurs, ça la dédramatise un peu. En plus, on peut la régler, elle peut être très haute au plafond et si on tire dessus, elle descend toute seule, c'est super. Non, j'aime bien ça. Et puis j'aime beaucoup la gamme la gamme Bauhaus des suspensions et des appliques. En fait, moi j'aime vraiment bien les opalines. C'est vrai que ça fait une hyper jolie lumière dans les intérieurs, en tout cas une lumière hyper douce, hyper diffuse et tout ça. Alors, pourquoi les prix diffèrent autant dans ce domaine-là? C'est le cas aussi dans l'ameublement, hein. Souvent, c'est une histoire de marque, mais aussi de matériaux, de qualité. Dans le luminaire, Ouais. qu'est-ce qui diffère en fait? Vous voulez dire dans tout le marché du luminaire? Ouais. Alors déjà, ce qui diffère, surtout, les luminaires sont chers parce que quand on crée un nouveau luminaire, là, faut faire des protos. Ou sinon, faut refaire des moules. Un moule, ça coûte au moins 20 000 €. Et du coup, tout de suite, en fait, une lampe ne peut Même pas... pour une petite lampe à poser? Même pour une petite lampe à poser. Après, ça dépend de quoi on parle, en fait. Parce que nous, on a pas mal fait quand on travaillait, en fait, pour nos clients, on a pas mal fait les salons internationaux. Et là, on voit vraiment qu'il y a énormément de choses qui sont copiées, qui viennent de Chine. Et ça nous avait vraiment écœurés. C'est pour ça aussi on arrive à trouver une lampe qui coûte 15-20 €, qu'on pose, qui a un câble moulé sur une prise et un interrupteur. Du coup, en fait, les lampes de designer coûtent cher parce que déjà, ça prend du temps. Du moment où, en fait, ils dessinent une collection et qu'elle sorte, il y a à peu près 2 ans. Le temps de prototyper, de trouver les fabricants, de vraiment trouver la qualité qu'ils souhaitent avoir. C'est un processus long. Et c'est pour ça, en fait, nous, on y arrive parce que on s'est dit, les moules existent chez les fabricants, en fait.
Et ces moules-là, qui sont des moules en fait de luminaires qui viennent des années 50, des années 60, des années 70, eux, ils ne les commercialisent plus parce qu'il y a plus de demande. Mais leurs moules sont là. Parce que nous, en fait, un peu dans notre histoire en nous, on les appelle les moules dormants. Et on s'est dit, en fait, le moyen d'y arriver, c'est d'aller trouver, en fait, ces moules dormants-là et à partir de choses existantes, recréer de nouvelles collections, ce qui va nous économiser déjà, en fait, le prix, en fait, de nouveaux moules, de prototypage. Avec ce qu'on trouve, ce qu'on déniche, on remonte, en fait, de nouvelles collections, et ce qui fait qu'on arrive à vendre, en fait, des lampes qui sont vraiment à un prix abordable. Et quand on voit le prix aussi des petites pièces détachées, qui est quand même vraiment pas cher, on se dit qu'on aurait quand même intérêt à fabriquer nos luminaires. Alors c'est un délire hein, de fabriquer soi-même ses luminaires. C'est sûr. Faut avoir l'envie, quoi. Faut avoir l'envie, exactement. Et ça, c'est vrai qu'il faut, on n'ose pas en fait assez. Vous, c'est marrant, vous êtes sur 2 créneaux. Vous vendez des produits finis et en même temps, vous incitez un peu à rénover d'anciens modèles. C'est 2 philosophies différentes. Exactement, parce que en fait, l'électricité, c'est simple. C'est simple quand nous, on veut le faire chez soi. C'est sûr, quand on installe un luminaire, la première chose à faire, c'est couper le courant. Sinon vous êtes mort. Tout simplement. Et du coup, après, en fait, vraiment, et c'était magique, parce que quand on avait fait les ateliers et qu'il y avait les gens qui venaient là, à chaque fois qu'on leur apprenait vraiment à mettre un câble sur une douille, un interrupteur et une prise, et après, ils branchaient l'ampoule et ça s'éclairait. Mais c'était comme des enfants de 3 ans qui voyaient le Père Noël. C'est magique. Il y a quelque chose de vraiment magique quand on juste, en fait, appuie sur cet interrupteur et ça s'allume. Alors, justement, transition toute trouvée pour le côté plus conseil. Quelle est l'importance de l'éclairage donc, dans un intérieur ? Mais c'est vraiment hyper important, c'est ce qui donne un peu le ton à la décoration. On pourrait dire, enfin quand il fait un peu noir, hein, parce que pendant la journée c'est plus relatif. Et en fait, nous on a pas mal de clients qui nous écrivent pour nous demander, pour nous poser des questions sur l'éclairage de leur intérieur et tout ça. Et en général, ce qu'on leur répond, c'est que c'est bien d'avoir une source principale ou 2 dans une pièce, avec un diffuseur de lumière qui donne, comme une opaline par exemple, qui diffuse bien la lumière, qui fait un rendu lumineux homogène. Et puis ensuite, plusieurs autres petites sources. Dans l'idéal, une dans chaque coin de la pièce, si la pièce est un peu grande, avec des lumières un peu plus brillantes, c'est-à-dire sans diffuseur ou alors avec des diffuseurs métalliques, enfin pas des diffuseurs en verre, qui du coup donnent donnent des points lumineux et mettent en avant certains endroits de la pièce en fait. On oublie l'unique source lumineuse, la suspension qui va éclairer toute la pièce, c'est interdit ça. Non, c'est possible, mais c'est pas optimal quoi. Faut se donner un peu de mal quand même. C'est ça, c'est ce petit conseil-là pour créer une ambiance lumineuse. Il faut qu'il y ait plusieurs sources lumineuses. Ouais. Et après, comment on choisit ces luminaires ? Est-ce qu'il y a des règles d'or ? Pourquoi préférer une applique, une lampe à poser ? C'est une question plutôt de style ou déjà pour la question des appliques, en fait, du coup, c'est aussi quand on entre dans un lieu, parfois il y a des fils électriques qui sortent soit du plafond, soit des murs, soit les deux et tout ça. Du coup, c'est toujours pas mal d'utiliser ce qu'on a déjà. Et puis ensuite, c'est bien, en effet, de rajouter quelques petites lampes pour agrémenter, quoi, des lampes à brancher. Et quels sont les critères quand on choisit un luminaire ? À quoi il faut être vigilant ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Est-ce qu'il faut regarder autre chose que le style ou si le luminaire nous plaît ? Si, non, c'est vrai, c'est important d'avoir des luminaires qui esthétiquement sont beaux. On les voit, on se dit, oh là là, quel bel objet. Après... c'est sûr, en fait. Si on arrive à trouver un luminaire qui est aussi beau éteint qu'allumé, là, c'est déjà pas mal. Parce qu'en journée, il est là et on l'allume pas. Après, ça aussi, ça dépend du style de chez nous, en fait. Ça dépend comment on est décoré. Si on a vraiment, par exemple, des pièces de mobilier qu'on veut mettre en avant plus que d'autres, est-ce que le style va ou pas ? Une suspension coup de fil avec un peu son côté rétro, pop, ne va pas aller dans toutes les cuisines. Ça dépend, en fait. Ça dépend de... Non, par exemple, il y a un truc, moi je dirais qu'il faudrait
auquel il faudrait vraiment faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de luminaires maintenant où on voit l'ampoule et en fait l'abat-jour est un truc tissé ou quelque chose et du coup l'ampoule arrive diffuse directement. Ces luminaires-là, il faut pas les mettre à hauteur des yeux, sinon ça fait vraiment mal aux yeux, c'est super désagréable. Du coup, ces trucs-là, il faut les réserver au plafond. D'accord. Justement, si on fait juste par type, vite fait, quels sont les avantages et inconvénients, par exemple, d'une suspension? Suspension, c'est super au-dessus On d'une met ça où? table Ouais. ou au milieu d'une pièce. Il faut avoir en fait aussi une hauteur de plafond qui va, parce que si on a une suspension mais que le câble il fait que 30 centimètres, c'est moche en fait. On ne lui donne pas l'élan qu'il lui faut en fait Comment on pour choisit la descendre. longueur justement d'une suspension? Souvent, on peut la choisir. Oui. Comment? Alors nous, on dit que on prend le plus grand membre de la famille et qu'on ajoute 20-30 centimètres et qu'il faut que la lampe soit maximum à cette hauteur-là. Par exemple, vous prenez la hauteur de votre plafond, vous soustrayez la taille de votre mari, par exemple, plus 20 centimètres et la lampe ne doit pas dépasser cette hauteur-là. Et en largeur aussi, il y en a qui sont petites et il y en a qui sont vraiment surdimensionnées. À quel Bah, moment là, on ça peut se dépend. faire plaisir Bah, pour, là, ça dépend de la taille de la pièce en fait. D'accord. Vraiment. Quels sont, pareil, les avantages inconvénients d'une applique et à quelle hauteur les fixer? On choisit pas vraiment, nous, en fait, la hauteur. C'est souvent les architectes qui les choisissent. Et il y a des normes. C'est comme les plans de travail de cuisine. Ils vous disent, en fait, le minimum, c'est 70, le maximum, c'est 90. Pour les appliques, c'est pareil, en fait. Ils ont des normes. Oui, si on et passe des... pas par un archi, comment on peut savoir? Imaginons, je veux poser des petites appliques dans ma chambre. Comment je sais où je la pose, où je les Alors pose? du coup, si c'est de chaque côté, ouais. Ah, voilà. Vas-y. Si c'est de chaque côté du lit, il faut que ça arrive à peu près à la hauteur de... vous êtes assis dans votre lit, il faut que ce soit à l'aplomb de votre œil. D'accord. À peu près cette hauteur-là. Après, si c'est dans un salon et tout ça, nous, on trouve que c'est joli de mettre les appliques un peu bas sur le mur. C'est un peu plus chaleureux, en fait, comme lumière. Oui, parce qu'il y a une histoire de pièces, justement. Quel type de luminaire on privilégie dans le salon? Moi, je dirais un bel éclairage d'ensemble un peu homogène avec une opaline. Et ensuite, plusieurs appliques ou lampes à poser un peu plus brillantes qu'on peut soit éteindre, soit allumer, suivant où on se trouve dans la pièce et quelle ambiance on veut donner. Avoir plusieurs lampes, c'est super parce que ça permet aussi de créer plusieurs ambiances lumineuses selon ce qu'on fait dans la pièce, en fait. Et dans la chambre, pas de suspension dans la chambre? Ça peut. Si, on peut avoir une suspension au milieu, en fait. Ensuite, des lampes au chevet. Et dans la cuisine, c'est pas facile à éclairer une cuisine, je trouve. Bah, dans la cuisine... Sans avoir cet effet néon blanc dans la une figure. suspension au-dessus de la table de la salle à manger, c'est super. Moi, j'ai eu la chance récemment, en fait, d'acquérir une maison et du coup, j'ai pu faire le plan d'éclairage un peu comme je voulais. Et du coup, j'ai mis en fait une suspension et 2 appliques au-dessus du plan de travail, qui fait 4 mètres, du coup, c'est assez large, et une suspension au-dessus de la table de la salle à manger. Et du coup, c'est... Oui, mais dans la cuisine. mais De la table à manger de la cuisine. Ah, de la cuisine, pardon. de la table Ok. à manger de la cuisine. Mais quand on doit faire un plan d'éclairage dont tu parlais, c'est quand même difficile. Est-ce qu'il y a des astuces pour quand tout d'un coup, justement, on achète une maison, un appartement, il faut poser des prises, c'est quand même un exercice. Oui, On peut le faire seul? Non, vaudrait mieux en fait se faire aider. De toute façon, c'est un électricien qui le valide à la fin, parce qu'en fait, il y a des normes à respecter et tout ça, et c'est un électricien qui valide le tout. Après, on peut en fait soit le faire soi-même en disant, moi, je voudrais vraiment en fait que quand je rentre dans une pièce, cette lampe-là, l'interrupteur en fait qu'il allume, juste le plan de travail ou tout le plan de travail et en fait le luminaire en fait qui est au milieu de la pièce, 2 interrupteurs séparés en fait pour séparer l'éclairage. Ça se pense en fait, ça se réfléchit. En fait, je dirais, il faut imaginer comment on a envie de vivre dans la maison qu'on va habiter. Un peu précisément, en fait. C'est ça, en fait. Alors là, c'est l'hiver, quand on a une pièce sombre, comment on l'éclaire? Qu'est-ce qui est pour la rendre la pièce un peu cosy? On met plein de petites lampes. On espère qu'on aura des appliques. Et voilà, c'est vraiment bien de multiplier les sources d'éclairage, Bon, en fait. ça, on a bien compris. Ok. Alors, juste pour les ampoules, parce que c'est un casse-tête de choisir une ampoule.
Comment on choisit? Il y a une histoire de puissance d'abord? Il y a une histoire. Alors déjà, je pense que c'est sage d'acheter des ampoules LED parce que ça dure beaucoup plus. C'est des ampoules qui ne chauffent pas, du coup elles vont dans tous les luminaires. Ça déjà, c'est la première chose. Ensuite pour les puissances, quand on achète une ampoule LED de 1 à 2 watts, c'est pour un éclairage vraiment d'appoint, ça éclaire faiblement. 3 à 5-6 watts, c'est un éclairage secondaire, c'est-à-dire ça peut être un plafonnier dans une pièce si on a d'autres luminaires. Et après, au-dessus de 5-6 jusqu'à 10, ça envoie quand même pas mal. Du coup, c'est soit on a une très grande pièce, soit on a très peu de luminaire dans sa pièce et du coup, on veut que l'éclairage soit concentré en un point. Et il y a on dit le mot quelle température, c'est ça? Le blanc chaud, le blanc naturel, quelle différence et laquelle en fait pour quelle Alors ambiance? ça, c'est vachement important. On conseille dans l'éclairage domestique de choisir des luminaires avec une température de 2700 degrés. C'est-à-dire que c'est un blanc qui est un peu chaud mais qui n'est pas complètement jaune. Voilà. Mais la majorité des ampoules, du coup, sont des ampoules qui font 2700 K. Après, si on veut, je sais pas, imaginer qu'on a un salon qui ressemble un peu à une galerie d'art, on peut prendre des éclairages blancs hyper froids en mettant un grand néon sur un mur, c'est comme un espèce de geste assez stylé. Mais bon, en tout cas, si on veut un truc, comment on dit, commun et agréable et tout ça, 2700 degrés, c'est super pour la température de la lumière. Et pourquoi ils ont changé? Il y avait les watts et maintenant on parle en lumens. Pourquoi on est quand même beaucoup, ça nous a embrouillés. Pourquoi cette norme a changé en fait? Alors ça, on pourrait pas vous dire. Nous aussi, ça nous a un peu embrouillé au début. Malgré tout, sur les packaging, maintenant, les deux choses restent. Donc, du coup, on peut toujours lire les deux. Et en fait, apparemment, les watts, c'est la puissance d'une ampoule. Et les lumens, en fait, c'est l'intensité lumineuse. C'est à puissance égale ce que l'ampoule diffuse comme lumière. Alors, petite question un peu perso, c'est comment chez vous? Est-ce que ce sont de grands appartements? Ah Ah. Je sais pas, c'est cool chez nous. Enfin, moi, j'aime beaucoup ma maison. Je la trouve C'est quel tout à style? fait assez toi, grande. tu as une maison? Non, ma maison, mon appartement qui est chez moi. Non, moi, j'ai un appartement qui est un appartement ancien avec du parquet, une cheminée, des choses comme ça. Évidemment, il fait pas 300 mètres carrés parce qu'on habite à Paris et que voilà, mais il est tout à fait bien et les lampes de la quincaillerie moderne vont assez bien dans ce type d'ambiance en fait. Toi? Chez moi, c'est du coup assez sobre. Il y a des murs blancs, des luminaires en opaline, un canapé bien confortable, quelques petites pièces de design que je m'achète au cours des ans, plein de Lego et de Playmobil par terre sur lesquels on s'abîme les pieds. Et puis voilà. Moi, c'est une maison que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir cette année. En fait, c'est à Montreuil, à côté du métro Mairie de Montreuil. C'est une maison très, très ancienne, mais du coup, il fallait tout refaire dedans. Et ça, c'était cool parce qu'on travaillait avec une très bonne architecte, en fait. Et c'est une maison de 120 mètres carrés. Chez moi, c'est très coloré. Il y a beaucoup de livres partout. On a fait une sorte de garde-corps en fait sur l'escalier qui va sur 3 étages, qui est une étagère de bouquins. Et ça, c'est vraiment chouette. Et pareil, j'ai mis nos lampes un peu partout. Sont les lampes les plus beaux objets déco chez toi? Il y a des lampes, il y a quelques aussi pièces en fait, pièces de famille. J'ai un très beau bureau Jacques Itier que j'adore. Quelques petites pièces aussi chinées. Sinon, oui, c'est plutôt... c'est très coloré. Alors, super. Bon, on va terminer avec les questions à Watt 1000 que vous connaissez. Sont aujourd'hui des questions à 15 centimes d'euros. C'est le prix d'un clou dans une quincaillerie. Donc, il y a 30 ans, est-ce que, je dis vous, mais en fait, peut-être on peut faire chacune à chaque fois. Est-ce que, il y a 30 ans, toi, Vénus, tu aurais préféré tenir une quincaillerie ou une droguerie? Une quincaillerie. Quelle différence? Il y a beaucoup plus de petites pièces en fait dans une quincaillerie et c'est beaucoup plus varié qu'une droguerie, non? Moi, j'aurais préféré avoir une droguerie parce que je faisais beaucoup de bracelets brésiliens et que j'adorais les petites bobines de coton DMC là, qui me fascinaient beaucoup. Voilà. Est-ce que t'aurais préféré tenir une cordonnerie ou un pressing? Une cordonnerie.
Parce qu'il y a beaucoup plus de travail manuel. Moi aussi, cordonnerie, parce que plus de travail manuel et moins de pollution. Une boulangerie ou une charcuterie? Ah, une boulangerie, c'est sûr. Moi aussi, une boulangerie. Une boutique de souvenirs à Montmartre ou un camion pizza à Aix-en-Provence? Un camion pizza à Aix-en-Provence. Ah, moi aussi, carrément. Avec un élevage de cigales. Un marchand de poissons ou un marchand de chaussures? Un marchand de chaussures. Un marchand de chaussures aussi. Vous êtes synchro, hein? C'est Belle vrai. équipe. Un club de sport ou un camping? Un camping. Ah oui, moi aussi, un camping. Ah, super. Bon, merci beaucoup Elsa, merci beaucoup Vénus. Merci Hortense. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.